F et donc en D, transposition des gros vaisseaux, comme ici, VD aorte, VGAP. Les vaisseaux sont parallèles, c'est vraiment le diagnostic se fait dès qu'on pose la sonde en grand axe en parasternal grand axe, comme ici, ou ici par voie sous-costale. Mais vraiment, cette coupe est essentielle pour faire le diagnostic très vite de transposition des gros vaisseaux chez les nouveau-nés. Le plus souvent, l'aorte est en avant, mais elle peut être côte à côte ou en arrière, on en a parlé tout à l'heure. Sur le plan génétique, on ne va pas trop s'attarder, mais la transposition des gros vaisseaux, si elle est une malformation du pôle artériel et de la voie d'éjection, n'est pas une cardiopathie conotroncale. C'est une anomalie de la latéralité du wedging qui fait qu'on n'a pas de rotation de la valve aortique et que c'est la valve pulmonaire qui descend au contact de la mitrale. Donc la génétique, c'est essentiellement la piste de la latéralité, des gènes de latéralité, ZIC3, CFC1, PITX2, mais aussi le mésenchyme, c'est une autre hypothèse avec ce modèle de transpo isolé chez la souris, perlécane, où il y a trop de mésenchyme dans les bourgeons endocardiques. Il faut savoir qu'il y a très peu de modèles animaux de transposition des gros vaisseaux et c'est pour ça que la génétique n'est pas encore très bien élucidée. La crête neurale ne joue aucun rôle dans la genèse de la transposition des gros vaisseaux, ça c'est sûr. Ce n'est donc pas une cardiopathie dite conotroncale, bien qu'étant une cardiopathie de la voie d'éjection. La meilleure preuve de ça, c'est toujours par l'anatomie, puisque l'anatomie est quelque chose de tangible. Quand on étudie le type de CIV présent dans les transpositions des gros vaisseaux, en fait, contrairement aux cardiopathies conotroncales où on a 100% de CIV de la voie d'éjection, parce qu'embryologiquement, il ne peut pas en être autrement, dans la transposition des gros vaisseaux, on n'a que 40% de CIV de la voie d'éjection, 10% de ligne nette, 25% de musculaire et 25% de périmembraneuse. Et cette distribution est à peu près équivalente, en tout cas pour ce qui concerne les CIV de la outlet, aux CIV isolés, toute la cohorte des CIV isolés. Donc, ce n'est pas du tout la même anatomie et la même génétique que les cardiopathies conotroncales. Les anomalies associées, donc la CIV déjà n'est présente que dans 50% des transpositions des gros vaisseaux. 50% ont un septum intact. Et donc, elle est de la voie d'éjection dans seulement 40 à 50% des cas. On peut avoir des obstacles à l'éjection, gauche ou droite, des anomalies des valves auriculo-ventriculaires, en particulier des fentes mitrales. On a aussi assez souvent des juxtapositions gauche des auricules. On en a vu déjà un exemple. On peut avoir un CAV complet, des RVPA, des ventricules supérants inférieurs. Et enfin, on a parlé de la transposition des gros vaisseaux en situs inversus, qui est donc ILL. Voilà un exemple de juxtaposition gauche des auricules. Ça veut dire que les auricules sont restés à gauche du massif artériel. La juxtaposition gauche des auricules s'accompagne toujours d'une malposition des gros vaisseaux, donc parfois d'une transposition des gros vaisseaux. L'auricule gauche est connecté à l'oreillette gauche et l'auricule droite est connecté à l'oreillette droite, mais n'est pas passé de l'autre côté, en arrière et à droite du massif artériel. Donc ça aura une incidence, aucune incidence sur la physiologie bien sûr, mais une incidence sur le Rashkind éventuel, puisqu'il faudra s'assurer de l'absence de juxtaposition des auricules avant de gonfler le ballonnet qui, si on n'y fait pas attention, peut être gonflé dans l'auricule droite en croyant être dans le foramen ovale, ce qui n'est pas une bonne chose. 5 à 10% des transpositions des gros vaisseaux, qu'elles soient avec CIV ou sans CIV. Les obstacles de la voie droite sont plus rares que ceux de la voie gauche. Avec un septum interventriculaire intact, c'est dû à des bandes musculaires anormales ou à une hypoplasie comme ici du ventricule droit, sauf qu'ici on a un ventricule droit hypoplasique, mais avec une CIV que vous voyez ici. Quand on a une CIV et qu'elle est de la voie d'éjection, la sténose
sous-aortique, puisque anomalie de la voie d'éjection droite, c'est une sténose sous-aortique, sera due à un malalignement antérieur du septum conal. On peut aussi avoir des anomalies de la valve tricuspide. Et bien sûr, à chaque fois qu'on a un obstacle à la voie de la voie sous-aortique, que ce soit un ventricule de morphologie droite ou gauche, ce sont les mêmes conséquences en aval, coarctation ou interruption de l'arche par réduction du flux à travers la valve aortique et l'aorte pendant la vie fœtale. Vous avez ici un exemple de transposition des gros vaisseaux, VG-AP, VD-aorte. L'aorte est légèrement postérieure et non pas antérieure, et d'interruption de l'arche aortique de type A avec absence totale de connexion entre les deux segments de l'aorte. L'aorte ascendante est alimentée par le canal artériel ici. Et quand on ouvre le ventricule droit, on voit une CIV de la voie d'éjection entre les deux branches du Y de la bande septale et le septum conal qui est dévié en avant sous l'aorte. Et on voit bien, quand on ouvre le ventricule gauche, cette déviation antérieure du septum conal qui crée donc un obstacle sous-aortique, d'où l'interruption de marche. Les obstacles de la voie d'éjection gauche sont plus fréquents. Et ils sont surtout plus fréquents quand on a une CIV associée à la transposition des gros vaisseaux. On a des obstacles dynamiques, dont on va voir un exemple, qui sont en fait dus à un anévrisme du septum membraneux, c'est-à-dire au feuillet septal de la tricuspide, qui, comme la pression est plus élevée dans le ventricule droit, va faire saillie dans le ventricule gauche sous la valve pulmonaire. Et puis on a des obstacles fixes, par déviation postérieure du septum conal. En fait, tous les mécanismes de sténose sous-aortique dans un cœur normal, vous les retrouverez comme responsables de sténose sous-pulmonaire dans une transposition des gros vaisseaux. La déviation postérieure du septum conal, si on a une CIV de la voie d'éjection par malalignement postérieur, le muscle de Moulart est responsable d'un tunnel musculaire, une membrane sous-pulmonaire, des attaches anormales de la mitrale et une fente mitrale. Ici, par exemple, vous voyez du côté droit le conus sous-aortique, la tricuspide, le ventricule droit, le conus sous-aortique, l'aorte, et la CIV de la voie d'éjection et le septum conal qui part en arrière et qu'on retrouve du côté gauche qui fait obstacle à l'éjection de la voie pulmonaire. Ici, un exemple d'anneau de membrane sous-pulmonaire, exactement comme une membrane circonférentielle sous-aortique dans un cœur normal, insérée sur le septum, et une CIV ici de la voie d'éjection, et sur la mitrale. L'obstacle dynamique, qui est donc cette poche de tissu tricuspide qui fait saillie sous la valve pulmonaire, créant une sténose sous-pulmonaire. Alors dans ces cas-là, l'obstacle sous-pulmonaire n'empêche pas le switch artériel, puisque quand on va changer le régime de pression, que le ventricule gauche sera à pression systémique, puisqu'il éjectera dans l'aorte, la poche de tissu septal de la tricuspide va passer de l'autre côté, passer dans le ventricule droit, et là, il y a suffisamment de place du côté droit pour ne pas créer d'obstacle sous-pulmonaire. Là, c'est plus embêtant. Ce sont les obstacles gauche, de la voie gauche, donc les obstacles sous-pulmonaires, qui sont dus à une fente du feuillet antérieur de la valve mitrale. Ces fentes du feuillet antérieur sont des fentes dirigées vers la voie d'éjection et non pas perpendiculaires au septum interventriculaire comme dans les fentes des CAV. Et ces insertions de la fente peuvent se faire soit en avant de la valve pulmonaire, comme ici, soit en arrière de la valve pulmonaire qui est là. Dans tous les cas, elle crée souvent des obstacles sévères à l'éjection du ventricule gauche. Ici, par exemple, on a une fente qui s'attache en avant de l'orifice pulmonaire, qui s'attache sur un pilier anormal au niveau de la partie haute du septum interauriculaire.
Ici, on a un muscle de Moulart, muscle antérolatéral anormal du ventricule gauche, qui va créer un obstacle sous-pulmonaire. Et si on refermait ce ventricule gauche, on verrait une voie sous-pulmonaire extrêmement serrée. Ici, vous avez la CIV. Donc là, c'est ce qu'on appelle le tunnel musculaire sous-pulmonaire. On peut aussi avoir des anomalies des valves auriculo-ventriculaires autres que cette fente de la voie d'éjection de la valve mitrale. En particulier, on peut avoir un straddling de la valve tricuspide. Ici, c'est le ventricule gauche qui est ouvert. Vous voyez la surface septale lisse, la valve pulmonaire. On a d'ailleurs de façon anormale un conus sous-pulmonaire. Ça arrive dans les transpositions des gros vaisseaux, avec une légère discontinuité entre la valve mitrale et la valve pulmonaire. Ça, c'est la mitrale avec ses deux piliers qui est de taille normale. Et vous voyez du tissu tricuspide qui est le tiers à peu près de la valve tricuspide, le quart ou le tiers, qui s'insère sur ce pilier anormal dans le ventricule gauche. C'est dû à un malalignement des septa interauriculaires qui est au-dessus de cette séparation entre les deux valves AV et le septum interventriculaire avec une CIV d'admission qui est entièrement comblée par les attaches de cette valve tricuspide. Donc là, en fait, il n'y a pas de shunt à travers la CIV, elle est fermée, et donc ça ne va pas gêner le switch. Le fait qu'il y ait une portion de la tricuspide ici, comme elle ne s'ouvre pas dans le ventricule gauche, ça n'a pas d'importance. Quand on a un straddling mitral, en fait, la mitrale, quand elle straddle, c'est-à-dire qu'elle va à travers une CIV dans le ventricule droit, ça ne peut être, parce qu'elle est beaucoup plus haute, qu'à travers une CIV de la voie d'éjection, et non pas à travers une CIV d'admission. Donc vous voyez ici cette fente qui va passer à travers la CIV. Avez-vous des questions sur la transposition des gros vaisseaux? C'est plutôt moins compliqué anatomiquement que les VDDI. C'est pas facile chirurgicalement, en particulier quand on a des fentes mitrales responsables d'obstacles sous-pulmonaires. On va passer à la double discordance. Cardiopathie beaucoup plus difficile à comprendre puisqu'elle associe une discordance auriculo-ventriculaire, en situs solitus, oreillette droite, ventricule de morphologie gauche, à une discordance ventriculo-artérielle, ventricule gauche, artère pulmonaire, oreillette gauche, ventricule de morphologie droite, aorte. Donc cette double discordance s'annule en termes de physiologie, c'est pour ça qu'on parle de transposition congénitalement, physiologiquement corrigée des gros vaisseaux, mais elle ne s'annule pas en termes d'anatomie et de conséquences anatomiques, et c'est donc une malformation extrêmement complexe. Embryologiquement, c'est le même type d'embryologie de génétique que les transpositions simples isolées des gros vaisseaux. C'est un défaut de latéralisation, au même titre que la transpo et les syndromes d'hétérotaxie, mais là, c'est une double erreur de latéralité droite-gauche. C'est une anomalie très précoce qui se produit dès le stade de la loupe, bien sûr, puisqu'on a une inversion auriculo-ventriculaire et une L-loupe, et les gènes sont les mêmes que dans les autres cardiopathies, transpo, hétérotaxie. Pourquoi la valve aortique est à gauche quand on a une double discordance en situs solitus? On en a parlé tout à l'heure, c'est la fameuse règle de la loupe. Quand vous avez un cœur normal, ce sont des schémas où on voit bien au stade juste de convergence, où on a encore une atrésie tricuspide, la tricuspide n'est pas formée. Vous avez les oreillettes ici, oreillette droite, oreillette gauche, qui communiquent avec le ventricule gauche. Le ventricule droit est là et il donne naissance à la voie d'éjection avec l'aorte à droite, l'artère pulmonaire à gauche. Si on a une transposition des gros vaisseaux, naturellement, l'aorte restera à droite, on aura SDD, une détransposition. Le même cœur en situs inversus complet, oreillette droite située à gauche, oreillette gauche située à droite, ventricule gauche à droite, ventricule droit à gauche, donc I, L. Et dans ce cas, image en miroir,
l'aorte sera à gauche. Et si on a une transposition, on aura ILL. Dans la double discordance, on a des oreillettes en situs solitus, une discordance atrioventriculaire, et vous voyez déjà que c'est tout sauf un cœur normal. On aura une malposition du septum interauriculaire et du septum interventriculaire. Mais en termes de voie d'éjection, comme on a une inversion ventriculaire et que la voie d'éjection est au-dessus du ventricule droit situé à gauche, la partie gauche donnera l'aorte, la partie droite donnera l'artère pulmonaire. Et c'est pour ça que quand on a une L-lobe ventriculaire, comme ici, dans 90% des cas, on a une L malposition ou une L transposition des vaisseaux. Le fait qu'on ait cette discordance atrioventriculaire et ce mal-alignement des septa interauriculaires et interventriculaires fait qu'on aura des anomalies associées qui sont tellement fréquentes qu'elles font partie intégrante de la cardiopathie. C'est la localisation anormale des voies de conduction, les anomalies du ventricule droit et de la tricuspide et l'existence d'une CIV dans plus de 80% des cas. On aura également, mais c'est moins fréquent, dans 30 à 50% des cas, un obstacle à la voie d'éjection gauche, c'est-à-dire une sténose sous-pulmonaire. La CIV dans la double discordance, elle a été très difficile à analyser dans les articles successifs, par les équipes et les anatomistes successifs, parce que, en fait, quand vous voyez une coupe comme ça sous-costale, un peu postérieure, vous voyez les anneaux valvulaires qui sont quasiment au contact l'un de l'autre, mais pas complètement. Donc vous vous dites que c'est une CIV de l'inlet, sauf que quand on fait une coupe la même, mais un peu plus antérieure, on voit les ventricules, on ne voit plus les valves auriculo-ventriculaires, on voit la transposition VG-AP, VD-aorte, et on voit qu'il y a un septum conal qui est séparé, qui est au-dessus de la CIV. S'il y a un septum conal autonome, qui n'est pas partie intégrante du septum interventriculaire, ça veut dire que la CIV, comment on explique ça? Donc ça, c'était pour vous montrer les différentes dénominations de cette CIV des doubles discordances. Et donc, on a repris avec Nicolas Haribar la série anatomique du M3C et on a trouvé que dans l'immense majorité des cas, la CIV est de la voie d'éjection. La CIV est d'abord extrêmement fréquente et elle est presque toujours de la voie d'éjection, en tout cas en majorité. Elle s'étend néanmoins dans l'inlet dans à peu près la moitié des cas. Aucune CIV ne peut être périmembraneuse au sens anatomique du terme, car le septum membraneux n'est plus un septum interventriculaire dans la double discordance. En fait, cette membrane, c'est ce qu'on appelle le septum membraneux, va combler l'espace laissé par le mal-alignement du septum interventriculaire et du septum interauriculaire. Et du coup, il va connecter l'oreillette droite, l'oreillette gauche, pardon, située à gauche, avec le ventricule gauche situé à droite. Si on enlève ce septum, cette partie membraneuse, on tombe dans l'oreillette gauche, située à gauche. Quand on regarde le ventricule droit de la double discordance, ventricule droit qui est donc situé à gauche, mais qui est d'anatomie droite, avec un conus sous l'aorte, puisqu'on a une transposition des gros vaisseaux, une bande septale, une bande modératrice surtout, et une valve tricuspide, à 3 feuillets. La CIV est dans la plupart des cas au-dessus des attaches les plus hautes, donc des attaches de la commissure antéro-septale de la valve tricuspide, ce qui, par définition, est le signe d'une CIV de la voie d'éjection. Plus rarement, elle est sous ces attaches, ici, et ce sera donc une CIV plus basse, plus postérieure, une CIV d'admission.
donc le critère qu'on reconnaîtra en échographie cardiaque par coupe sous-costale anatomique de la voie d'éjection, ce sera la position de la CIV par rapport aux attaches de la commissure antéroceptale de la tricuspide. Donc, quand on utilise la classification des CIV qu'on a déjà vue la dernière fois, centrale périmembraneuse, voie d'éjection, voie d'admission et musculaire. Voilà, sur la totalité des 31 cœurs avec double discordance de la collection à la fois fœtale et postnatale du M3C, c'est-à-dire quasiment 2000 cœurs. C'est une malformation très rare, mais la CIV existe dans 84% des cas et elle est dans 2/3 des cas, grosso modo, de la voie d'éjection. La discordance auriculo-ventriculaire entraîne un malalignement des septa auriculaires et ventriculaires, on l'a vu, donc une malposition du septum membraneux, on vient de le voir aussi, et à cause de la malposition du septum membraneux, le nœud auriculo-ventriculaire normal qui est postérieur, au niveau de la commissure antéroceptale de la tricuspide, mais quand la tricuspide est située à droite, ce nœud postérieur existe, mais il ne peut pas se connecter au ventricule. Donc, il se forme un deuxième nœud de conduction auriculo-ventriculaire qui est en avant de la valve mitrale. Et donc, le faisceau de His va passer en avant de la valve pulmonaire. On le voit ici sur ce schéma également. Et en avant, au bord antérieur d'une éventuelle CIV, pour se distribuer en ces deux branches. Sur ce spécimen cardiaque, vous voyez du côté gauche, on ne le voit pas bien sûr le nœud auriculo-ventriculaire, mais du côté droit, pardon, donc du côté ventriculaire gauche, ici on a l'oreillette droite, ici on a la valve mitrale qui est désaxée dans la double discordance, ici on a la valve pulmonaire, et ici on a le septum lisse avec une CIV là, de la voie d'éjection. On sait que le faisceau de His dans la double discordance passe en avant de la valve pulmonaire, de l'anneau pulmonaire, et en avant de la CIV. Donc, ce sera des zones absolument à éviter par le chirurgien. Ça, c'est dû à la discordance auriculo-ventriculaire, en situs solitus, c'est-à-dire la connexion segmentaire SL. Et voilà du côté ventriculaire droit, donc du côté gauche, où passe le faisceau de His au bord antérieur de cette CIV. Zone absolument à éviter pour un éventuel agrandissement chirurgical de la CIV, bien sûr. Donc en conclusion, c'est une anomalie extrêmement complexe. La double discordance, c'est une anomalie de latéralisation, mais à 2 étages. Et l'anomalie primitive, fondamentale, c'est la discordance auriculo-ventriculaire. Et la discordance ventriculo-artérielle n'est qu'ajoutée à ceci. Donc la discordance atrioventriculaire, en fait, est responsable de la complexité de la malformation, du fait qu'on ait une anomalie du ventricule droit et de la tricuspide située à gauche dans plus de 90% des cas, des anomalies de voie de conduction dans 100% des cas, et d'autres anomalies comme la localisation de la CIV particulière, conoventriculaire, à extension dans les lunettes, et la tendance naturelle australine de la tricuspide. Avez-vous des questions sur la double discordance? Exemple d'anomalie du tissu de conduction dans la double discordance, on ne parle pas de LTGV, mais de TGV SLL, parce que si vous avez une transpo en situs inversus, c'est ILL, c'est aussi une LTGV. Donc il vaut mieux que vous parliez soit de double discordance, ou encore mieux de double discordance SLL. L'anomalie du tissu de conduction, en fait, elle est simple, c'est que ces patients développent
ont une très grande tendance à développer un bloc auriculo-ventriculaire complet, parfois même en période anténatale et ou en période néonatale ou à l'âge adulte. Et l'incidence du BAV complet chez ces patients atteints de double discordance augmente avec l'âge. C'est extrêmement fréquent. Double discordance avec CIV musculaire isolé, indication à la fermer chez un enfant. On ne ferme que la CIV si chirurgie. Alors ça, vous aurez un cours sur la double discordance sur le plan clinique, physiologie et attitude chirurgicale. Ça dépend vraiment des équipes et même à l'intérieur des équipes, on a des grandes discussions. Est-ce qu'il vaut mieux laisser une double discordance, donc fermer une CIV musculaire par exemple, et laisser la double discordance en comptant sur l'évolution naturelle, puisque parfois on a des découvertes d'autopsie chez des patients de 90 ans de double discordance qui n'avaient jamais fait parler d'elle, ou est-ce qu'on doit en même temps faire un double switch? C'est une question extrêmement complexe et toujours très débattue. Un lien embryo entre la double discordance et la préexcitation? Non, la préexcitation se voit surtout dans les Epstein, plus que dans la double discordance. Dans la double discordance, le problème, c'est vraiment le BAV. Ok, si plus de questions, on enchaîne sur les anomalies des retours veineux, systémiques et pulmonaires. La plus fréquente des anomalies de retour veineux systémique, c'est la persistance de la veine cave supérieure gauche, qui se draine dans 82% des cas dans le sinus coronaire, bien sûr, puisque vous vous souvenez qu'embryologiquement, la veine cave supérieure gauche, est un même vaisseau qui se continue par le futur sinus coronaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sinus veineux, et qui s'ouvre dans l'oreillette droite au pied de la veine cave supérieure. On a un totally unroofed coronary sinus dans 8% des cas, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la veine cave supérieure gauche va se drainer dans l'oreillette gauche directement avec une CIA de type sinus coronaire. On n'a pas de tronc veineux innominé dans la majorité des cas, dans les 2 tiers des cas. Dans un seul tiers des cas, la veine cave supérieure gauche est dite communicante avec la droite. Et enfin, quand on a un unroofed coronary sinus, c'est souvent, pas toujours bien sûr, mais assez souvent associé aux hétérotaxies. Donc il faudra rechercher une hétérotaxie. Donc la veine cave supérieure gauche est une cardiopathie fréquente qui peut passer totalement inaperçue, bien sûr, s'il n'y a pas d'autres anomalies associées. Sur cette étude très intéressante, parce qu'elle est faite chez des fœtus, chez des écofétales, sur 54 fœtus avec une veine cave supérieure gauche, seuls 10 n'avaient aucune anomalie intracardiaque associée. À l'envers, si la prévalence de la veine cave supérieure gauche est de 0,2% quand on a un cœur normal, dans les cœurs normaux, elle est de 9% dans les cardiopathies congénitales. On peut distinguer dans ce groupe de fœtus, les auteurs ont distingué 3 groupes. Les groupes isolés, pas de cardiopathie, donc seulement 19% des cas. Les veines caves supérieures gauche associées à une hétérotaxie, 1 tiers des cas. Et le reste, c'est associé à des cardiopathies congénitales qui sont essentiellement des obstacles gauches et des cardiopathies conotroncales, Fallot en particulier. Quand on a une veine cave supérieure gauche chez un fœtus, on a, si on prend les odds ratio, 50 fois plus de chances d'avoir une cardiopathie congénitale, ou de risque plutôt, 18% de plus de risque d'avoir une hétérotaxie, 10% de plus d'avoir un obstacle gauche et une cardiopathie conotroncale. Et l'association de veine cave supérieure gauche et canal atrioventriculaire est évidemment très évocatrice d'une hétérotaxie. Donc, veine cave supérieure gauche, en résumé, et surtout en échographie anténatale, on les reconnaît facilement. Prudence, il faut vraiment rechercher des anomalies associées, même si dans 1 tiers des cas, on n'en aura pas.
Je passe sur les autres anomalies des retours veineux systémiques parce qu'elles sont très nombreuses. La plus fréquente après la veine cave supérieure gauche, c'est l'interruption de la veine cave inférieure avec retour azygos qui se voit dans plus de 90% des cas. Ce sont des hétérotaxies. Les retours veineux pulmonaires anormaux. Deux types, les extracardiaques et les intracardiaques, qui ont des origines différentes, des associations en tout cas différentes. Le RVPA extracardiaque, c'est l'absence de connexion de la veine pulmonaire commune à l'oreillette gauche, avec persistance de connexion embryonnaire avec les veines systémiques, soit avec les dérivés des veines cardinales, c'est-à-dire la partie des veines systémiques hautes de la moitié supérieure du corps. À droite, c'est le tronc veineux innominé, la veine cave supérieure gauche, la veine azygos, et à gauche, c'est le sinus coronaire. Donc, quand on parle en clinique de RVPA dans le sinus coronaire, on dit que c'est un RVPA intracardiaque parce qu'il se draine directement, enfin indirectement dans l'oreillette droite par l'orifice du sinus coronaire. Embryologiquement, c'est un RVPA qui est bien extracardiaque puisque se drainant dans les veines systémiques gauches. L'autre possibilité, c'est que le RVPA extracardiaque se draine vers la partie inférieure du corps par des dérivés, dans les dérivés des veines ombilico-vitellines, c'est-à-dire la veine porte et le canal d'Arrhenius, c'est le plus fréquent, ou la veine cave inférieure. Deuxième groupe, connexion des veines pulmonaires directement à l'oreillette droite, et là c'est le vrai RVPA intracardiaque, et le vrai RVPA total intracardiaque s'associe, se rencontre presque toujours dans les hétérotaxies, de même que ce qu'on appelle le RVPA ipsilatéral. Les veines pulmonaires gauches vont dans l'oreillette de morphologie gauche, les veines pulmonaires droites dans l'oreillette de morphologie droite. Donc on a un RVPA partiel de tout le poumon droit dans l'oreillette droite. Ça aussi, c'est presque toujours une hétérotaxie. Mais presque toujours. Quelques exemples anatomiques. On parle plus tout à l'heure, il y a encore des RVPA, pas mal de RVPA qui ne sont pas détectés en anténatal, qui font parler d'eux en postnatal. Et la radio de thorax peut être importante pour le diagnostic. Et sur la radio de thorax, je vais vous montrer un exemple ici. On a un signe qui est le snowman, le bonhomme de neige, ou le 8 de chiffre, ou si vous imaginez ce cœur en radio, vous avez la partie basse du bonhomme de neige qui est ici, c'est le massif ventriculaire. Et puis au-dessus du massif ventriculaire, une boule qui fait la tête du bonhomme de neige. En fait, cette boule, elle est créée par le cercle que fait la veine de dérivation du RVPA total, de la veine pulmonaire commune, qui remonte, se jette dans le tronc veineux innominé et le dilate, qui lui-même dilate à son tour la veine cave supérieure droite. Si vous regardez l'envers de ce cœur, vous avez les 4 veines pulmonaires ici qui se rejoignent dans la veine pulmonaire commune. C'est ce qu'on appelle le collecteur des veines pulmonaires. Ce collecteur se draine par une veine verticale ou une veine de drainage ou une veine de dérivation dans le TVI ici. Donc RVPA total supracardiaque dans le tronc veineux innominé. Et il n'est pas bloqué, tout est dilaté. Donc ça, on le découvre parfois chez des nourrissons de 1 mois qui commencent à avoir des signes de chaîne gauche-droite à l'étage auriculaire et d'hypervélie. Le RVPA total dans le sinus coronaire, et là, la face dorsale du cœur. Ici, vous avez l'oreillette droite avec ses muscles pectinés. Et ici, la veine cave supérieure droite et la veine cave inférieure en regard. Quand on regarde l'extérieur du cœur, on a vraiment l'impression que les veines pulmonaires se drainent toutes les deux dans l'oreillette gauche. Sauf qu'en fait, quand on met la sonde ici, on s'aperçoit, et ici, on s'aperçoit que ces veines pulmonaires se drainent en réalité dans un très volumineux sinus coronaire qui se draine ici au pied de la veine cave inférieure
au-dessus de la tricuspide, dans l'oreillette droite. En fait, quand vous avez grâce à un grand axe, un sinus coronaire dilaté, ce qu'on apprend très vite à reconnaître, la cause la plus fréquente, c'est la veine cave supérieure gauche dans le sinus coronaire. La deuxième cause, plus rare, mais il faut y penser, c'est le RVPA total dans le sinus coronaire. Donc extracardiaque sur le plan embryologique, puisque le sinus coronaire est à l'extérieur du cœur, c'est la persistance de la corne gauche du sinus veineux et du sinus veineux lui-même, intracardiaque sur le plan physiologique. Ici, un exemple chez un fœtus avec un syndrome d'hétérotaxie qui n'avait pas vraiment de malformation intracardiaque et qui avait des auricules strictement normales. Un RVPA total dans l'oreillette droite. Ici, vous avez la veine cave supérieure, la fosse ovale, la veine cave inférieure, et puis, oui, c'est l'orifice du sinus coronaire, pardon, la veine cave inférieure qui est ouverte ici, la tricuspide, et juste en dessous de l'orifice de la veine cave supérieure, les deux veines pulmonaires, gauche et droite, communes, un orifice pour deux veines de chaque côté, qui se drainent dans l'oreillette droite entre veine cave supérieure et fosse ovale. Et enfin, le dernier type de RVPA, total, extracardiaque, infracardiaque. Vous avez la veine pulmonaire commune, avec les 4 veines pulmonaires, et la veine de dérivation, veine de drainage, veine verticale, qui va cette fois vers le bas, dans le foie. Et vous voyez qu'elle est très souvent quasi interrompue ici, extrêmement sténosée entre les deux lobes du foie avant de se jeter dans la veine porte. C'est le RVPA infracardiaque total, bloqué, qui est une urgence néonatale. Il y a un autre type de RVPA qui, lui, est partiel, mais qui est un RVPA de tout le poumon droit. Toutes les veines pulmonaires du poumon droit vont se regrouper en une veine pulmonaire commune et se drainer au pied de la veine cave inférieure. C'est ce qu'on appelle le cimeterre, syndrome de cimeterre, associé souvent à une hypoplasie du poumon droit. Là, vous voyez le cimeterre sur la radio, par analogie avec le sable. Veine pulmonaire commune qui descend comme ça et se jette dans la veine cave inférieure à droite. Pas sur la photo, pas sur cette radio, mais le véritable syndrome de cimeterre associe une hypoplasie du poumon droit, du coup une dextroposition du massif cardiaque et souvent des artères séquestrantes qui partent de l'aorte sous-diaphragmatique pour alimenter un lobe isolé du poumon. Dernière anomalie des veines pulmonaires, c'est le cœur triatrial. Le cœur triatrial, en fait, c'est un défaut d'incorporation de la veine pulmonaire commune, qui normalement est là, se connecte à l'oreillette gauche, et cette connexion à l'oreillette gauche va s'agrandir petit à petit dans le même temps que va disparaître ce fond de la veine pulmonaire commune, et du coup, on aura une oreillette gauche qui recevra les veines pulmonaires. Quand le fond de la veine pulmonaire commune ne disparaît pas par apoptose, lorsqu'il persiste, il est percé d'un petit trou, comme ici, et ça, c'est ce qu'on appelle le cœur triatrial, avec le plus souvent le foramen ovale qui est plutôt en dessous d'ailleurs, avec un composant veineux pulmonaire ici, et le composant auriculaire gauche ici, et par rapport à la membrane supramitrale, ce cœur triatrial est situé au-dessus de l'émergence de l'auricule gauche, alors que la membrane supramitrale sera située au-dessous de l'auricule. Voilà un exemple de cœur triatrial. Déjà en écho, vous avez cette oreillette gauche qui est coupée en deux, ici, et avec l'accélération au niveau de la membrane. Ici,
vous avez les veines pulmonaires qui arrivent dans le composant veineux pulmonaire, qui est borgne et percé uniquement, le doigt qu'on voit à travers, uniquement d'un petit trou ici. Donc ça, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit en écho sous forme de membrane intra-auriculaire gauche. Quand on regarde de l'autre côté de cette membrane, on voit le trou, le composant veineux pulmonaire, la membrane, le trou, et en dessous, la mitrale, avec ici, on voit mal, mais on devine l'auricule gauche qui s'ouvre ici, donc dans le composant auriculaire gauche et pas dans le composant veineux pulmonaire. Avez-vous des questions? Avant qu'on entame les isomérismes, ce qui est la dernière partie du cours. On est un petit peu en avance. Bon, commencez à préparer vos questions globales pour la fin. Donc, on va terminer par les hétérotaxies, autrement appelées souvent isomérismes. Qu'est-ce que c'est qu'une hétérotaxie, qu'un syndrome d'hétérotaxie? C'est une situation qui n'est ni le situs solitus ni le situs inversus complet, et qui est une situation où en fait on a la gauche et la droite sont mélangées, où on a une distribution aléatoire, on appelle ça aussi un méli-mélo, des organes intrathoraciques et intra-abdominaux. Je vous avais montré, quand on a vu en embryologie le stade de la boucle, je vous avais expliqué qu'on pouvait considérer les organes qui ne sont pas symétriques dans l'organisme, c'est-à-dire les organes du tronc, de l'abdomen et du thorax, comme représentés par des cubes, et que donc les cubes pour les organes intra-abdominaux, les cubes pour les bronches et les poumons, les cubes pour les différents étages du cœur, oreillette, ventricule, gros vaisseau. On balance ces dés ou ces cubes, on les secoue dans un dé, on les lance, un petit bonhomme se reforme, normalement c'est le situs solitus, tout à l'envers c'est le situs inversus, et n'importe comment, c'est l'hétérotaxie. Si bien que comme on a un mélange de gauche et de droite, de caractéristiques de gauche et de droite, et un mélange complètement aléatoire, et ça se vérifie chez les patients, des organes thoraciques et abdominaux, c'est difficile de parler d'isomérisme gauche ou d'isomérisme droit, ce qui sous-entendrait que tout est gauche et droit, mais des deux côtés de la ligne médiane, c'est-à-dire que tout est isomère. Déjà, il n'y a jamais d'isomérisme intra-abdominal, on n'a pas deux foies, deux rate et deux estomacs, ça n'a jamais été décrit. Donc, c'est forcément n'importe comment au niveau de l'abdomen déjà, et c'est souvent n'importe comment quand on regarde la distribution du thorax et des cavités cardiaques. Donc, il faut, à part ça, une définition pour faire le diagnostic d'hétérotaxie. Les définitions de Stella Van Praag, c'est soit la symétrie anormale de certains viscères ou vaisseaux normalement asymétriques, et ça, c'est typique des bronches, et l'isomérisme bronchique. Et si on en trouve un sur la radio, on sait qu'on a affaire à une hétérotaxie. L'autre élément de la définition, c'est et ou des situs discordants de divers organes et ou segments cardiaques. Par exemple, si vous avez un situs inversus abdominal et un situs solitus cardiaque ou un situs solitus bronchique, la discordance des deux situs signe l'appartenance de la malformation à l'hétérotaxie. Donc, ces situations-là sont rares. En fait, à peu près dans la moitié des cas, l'hétérotaxie ne répond pas du tout aux critères classiques d'isomérisme droit ou d'isomérisme gauche. Donc, je vous rappelle, isomérisme droit, c'est censé être 3 lobes pulmonaires de chaque côté, 2 bronches souches droites isomères, un isomérisme des muscles pectinés, sauf qu'on ne les voit pas en clinique, un foie médian, une malrotation intestinale
et une absence de droite, une aspénie. Alors que l'isomérisme gauche, c'est censé être deux poumons de morphologie gauche, deux bronches de morphologie gauche à division tardive, mais pas de muscles pectinés dans les oreillettes, mais encore une fois, on ne les voit pas. Pour l'abdomen, ça peut être n'importe quoi, et on a souvent un foie médian aussi, une malrotation intestinale, et on a une polyspénie. Ces schémas classiques ne sont vrais que dans un peu plus de 50% des cas. Donc, ne suffisent pas à ce qu'on puisse parler, dans tous les cas, d'isomérisme. Même si, quand on regarde l'anatomie intracardiaque, il y a un isomérisme des muscles pectinés, droit et gauche, dans à peu près un peu moins de 90% des cas. C'est effectivement très fréquent, mais ce n'est pas constant. Et en plus, ça ne se voit pas en clinique, encore une fois. Donc, je vous ai fait un rappel quand même de ce qu'on entend de ce qu'on entendait, puisque c'est un peu obsolète maintenant, les syndromes d'isomérisme droit et gauche, d'asphénie et de polysphénie, où on disait que dans l'asphénie, on avait donc un isomérisme broncho-pulmonaire droit, une veine cave inférieure normale, un totally unroofed coronary sinus et deux veines caves supérieures, veine cave supérieure gauche dans l'oreillette gauche, donc un RVPA total dans le supra ou infracardiaque, dans une veine systémique, une oreillette unique, un CAV complet souvent, et des vaisseaux toujours mal posés, avec un conus sous-aortique et sténose ou atrésie pulmonaire, donc des formes plus graves que l'isomérisme gauche. Et ça, on expliquait ça de façon totalement imagée et erronée, en disant que, par exemple, comme on a deux oreillettes droites, ah ben, on n'a pas de VCI, ça c'est malheureux. Vous voyez déjà que ça ne s'applique pas, mais on a au moins une veine cave inférieure. Par contre, dans la polysphénie, donc isomérisme gauche bronchopulmonaire, comme c'est gauche soi-disant, on a une interruption de la veine cave inférieure et une continuation radicose. On a moins de retours veineux pulmonaires anormaux totaux, en tout cas pas extracardiaques, et on a plus souvent des veines pulmonaires normales puisqu'on a deux oreillers de gauche. Mais on n'a jamais 8 veines pulmonaires. On a très souvent aussi un CAV et en règle, on aurait des vaisseaux normaux posés inconnus sous-pulmonaires. Tout ça, c'est vrai, encore une fois, dans un peu plus, à peine plus de 50% des cas. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre ça et de retenir ça par cœur, puisque c'est faux dans la moitié des cas. Ce qu'il faut retenir, effectivement, et c'est totalement vérifié par la clinique, c'est que les syndromes d'hétérotaxie ne sont pas juste des anomalies du côté droit ou gauche. Chez un même patient, quand on prend l'énumération de la diapo précédente, vous aurez très souvent un mélange des deux types d'anomalies. Dans l'hétérotaxie, en fait, comprend toutes les anomalies du situs viscéro-atrial et les malformations associées sont très fréquentes. Il faut le savoir parce que c'est ça l'intérêt de diagnostiquer un syndrome d'hétérotaxie. C'est surtout pour la prise en charge des enfants en postnatal et de connaître de dépister éventuellement les malformations associées. Ils ont dans 70% des cas une malrotation intestinale, ce qui les prédispose à volvulus du grêle. Ils ont souvent des désordres immunitaires, c'est une anomalie des cils, donc ils ont des problèmes bronchopulmonaires et génito-urinaires. Et c'est très important aussi de faire le diagnostic de syndrome d'hétérotaxie parce que pour le conseil anténatal, pour les grossesses ultérieures, le taux de récurrence dans la fratrie, dans les grossesses ultérieures, est énorme. Il est de 79. C'est pas 79%, c'est le odd ratio. On a 79 fois plus de chances d'avoir une hétérotaxie chez la fratrie quand on a eu un enfant avec une hétérotaxie. Donc c'est très important pour le conseil ultérieur. Donc est-ce qu'on doit encore parler d'isomérisme? J'aurais tendance à dire que non, anatomiquement, parce que ce n'est pas si simple. La plupart des patients ont un mélange de droite et de gauche,
La rate est un très mauvais critère en réalité. Il y a beaucoup de, entre guillemets, isomérisme gauche qui ont une asphénie et inversement. Classiquement, les cardiopathies sont plus graves dans le pseudo-isomérisme droit, mais on a aussi des ventricules uniques et des VDDI sévères, dans les, entre guillemets, isomérisme gauche. La seule vraie différence entre les deux, ce sont les troubles du rythme et de conduction, qui sont, en particulier de conduction, qui sont beaucoup plus fréquents dans les, entre guillemets, isomérismes gauche, et qui sont un facteur important de mortalité fœtale et postnatale. On a également des malformations qui ne se voient que dans les, entre guillemets, isomérismes gauche, tels que l'atrésie des voies biliaires et la non-compaction myocardique. Pardon. Donc c'est une réalité au point de vue anatomique, embryologique, mais en clinique, il faut savoir qu'il faut vraiment décrire les malformations s'en tenir à la définition de l'hétérotaxie et décrire de façon très précise les segments cardiaques, les connexions et les retours veineux. Donc c'est un diagnostic qui n'est pas si difficile que ça, puisque dans la cohorte épicarde qu'on a décrite maintenant bientôt 10 ans, le taux de diagnostic anténatal à Paris et dans la petite couronne était de 89%. Donc, on fait le diagnostic d'hétérotaxie, on le porte et on décline ensuite toutes les malformations des bronches à l'abdomen, puis à l'intracardiaque. Ce qui veut dire qu'on va suspecter ce diagnostic avant de l'affirmer. Chez l'enfant, la porte d'entrée, c'est très souvent le cœur. Chez le fœtus, il y a deux portes d'entrée possibles, soit le cœur, soit l'abdomen. Comment on va faire le diagnostic d'hétérotaxie? On va l'évoquer devant ce qu'on peut appeler une ambiance d'hétérotaxie. Et ce qui est très évocateur d'hétérotaxie, encore une fois, ce n'est pas dans 100% des cas, ce n'est pas pathognomonique, mais c'est très fréquent, c'est l'association VDDI-CAV. Cette association doit allumer une petite lumière rouge qui vous dit « Attention, il faut rechercher une hétérotaxie ». Il faut en particulier regarder la radio à la recherche d'un isomérisme bronchique. Les autres ambiances d'hétérotaxie, c'est quand on a un ventricule unique à double entrée avec une valve commune de type CAV. On a un RVPA intracardiaque dans l'oreillette droite, total ou partiel. Quand on a un RVPA ipsilatéral, deux veines pulmonaires à droite, deux veines pulmonaires à gauche. Ça doit faire évoquer, ça doit allumer la lumière rouge, hétérotaxie. D'autant plus que si on a des anomalies de retour veineux systémique, en particulier une veine cave supérieure gauche, et ou du retour veineux pulmonaire associé. Et donc, on évoquera l'hétérotaxie et on la confirmera par les anomalies du situs bronchopulmonaire et ou abdominal. Le cœur ne suffit pas. Le cœur évoque le diagnostic, allume la lumière rouge. La confirmation, c'est les bronches et c'est le situs des organes intra-abdominaux. Enfin, les ventricules uniques. Qu'est-ce qu'un ventricule unique? Deux définitions possibles. La définition anatomique, c'est qu'un seul ventricule va recevoir le sang des deux oreillettes. C'est ce qu'on appelle une connexion auriculo-ventriculaire à un seul ventricule, donc de type univentriculaire. La classification, la définition physiologique ou fonctionnelle et donc chirurgicale est beaucoup plus large. Ce sont tous les cœurs qu'on ne pourra pas réparer sur deux ventricules, pour toutes sortes de raisons. Anatomiquement, la définition anatomique du ventricule unique, c'est un ventricule à double entrée, ce qui veut dire que les deux jonctions auriculo-ventriculaires sont connectées à un seul ventricule. Que les valves soient toutes deux perméables, ou qu'on ait une valve atrétique, mais qui s'ouvre quand même, enfin qui s'ouvrirait si elle n'était pas atrétique dans le ventricule principal, unique, ou qu'on ait une valve commune. Il faut savoir que le vrai ventricule unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de deuxième cavité ventriculaire, est quand même rare, c'est le plus rare. Le plus souvent, on a un ventricule accessoire qui ne reçoit par définition pas de valve auriculo-ventriculaire et dont sort un vaisseau.
avec donc une hypoplasie importante de l'apex et pas d'innette. Donc encore une fois, les valves auriculo-ventriculaires sont toutes deux perméables. Une peut être atrétique ou on peut avoir une valve commune. Définition physiologique, tous les cœurs non réparables sur deux ventricules. Deux grandes catégories, ce sont les connexions auriculo-ventriculaires univentriculaires, donc c'est ce qu'on vient de voir, les ventricules à double entrée, mais aussi les absences d'une connexion auriculo-ventriculaire, atrésie tricuspide et atrésie mitrale. Et puis tout le large groupe des connexions atrioventriculaires de type biventriculaire, mais qui ne seront pas réparables sur deux ventricules, soit que la CIV est énorme, ou alors hypoplasie d'un ventricule, le gauche ou le droit. Hypoplasie du cœur gauche, mais aussi des VDI avec atrésie mitrale, par exemple. Hypoplasie du cœur droit, des abscies, atrésie pulmonaire à septum intact avec hypoplasie extrême du ventricule droit ou bien hypoplasie congénitale du ventricule droit. On inclut dans ces ventricules fonctionnellement, physiologiquement uniques, les CAV déséquilibrés, quand vraiment un des ventricules est minuscule, et puis les stralines avec hypoplasie sévère d'un des ventricules. Donc anatomiquement, les seuls ventricules uniques, c'est ça. Même si pour les chirurgiens, c'est tout le reste. C'est ça plus tout le reste. Donc anatomiquement, on va comparer un petit peu les deux groupes de connexions de type univentriculaire, connexion atrioventriculaire de type univentriculaire. Il y a en effet des similitudes et des différences entre ces deux grands groupes. Dans le ventricule gauche à double entrée, les deux valves sont le plus souvent perméables, vous voyez ici. Mais on peut avoir une atrésie de la valve, d'une des valves, le plus souvent celle-ci d'ailleurs, qui est imperforée, située au-dessus du ventricule principal. On peut aussi avoir une valve commune de type CAV, et ça, c'est dans les hétérotaxies. Pardon, on va approcher. Le ventricule droit à double entrée est beaucoup plus rare. Et là, vous en voyez un exemple avec deux valves perméables qui s'ouvrent dans le ventricule droit à double entrée. Assez souvent, dans ces ventricules de morphologie droite à double entrée, on a une valve de CAV, c'est dans les hétérotaxies. La cavité accessoire est presque toujours présente dans les ventricules de morphologie gauche à double entrée. C'est donc un minuscule ventricule de morphologie droite, mais on ne reconnaît rien du ventricule de morphologie droite, sauf cette cavité est antérieure, antéro-supérieure toujours, comme un ventricule droit, et que on a des trabéculations, mais c'est difficile à reconnaître, et on n'a pas vraiment de bande modératrice souvent, on n'a pas de pilier la tricuspide, et on a un conus qui est soit sous-pulmonaire, soit sous-aortique, ici probablement sous-aortique. Dans le ventricule droit à double entrée, on a très rarement un ventricule gauche, un petit ventricule gauche qui est, quand il existe, toujours postéro-inférieur avec une surface septale lisse. Et quand vous voyez ce cœur, en fait, ce n'est pas anatomiquement un ventricule à double entrée puisqu'on a de l'appareil sous-valvulaire, même infime, dans le petit ventricule gauche. Mais bon, c'est vraiment cousin du ventricule à double entrée. Ça, c'est le ventricule de morphologie droite à double entrée. Dans le ventricule de morphologie gauche à double entrée, on a un malalignement des septa interventriculaires et interauriculaires. C'est plus visible dans les ventricules SDD, où l'aorte va sortir de la cavité antéro-droite, qui est le petit ventricule droit, et l'artère pulmonaire de la cavité antéro-gauche. Vous avez ici le septum interauriculaire, le septum interventriculaire, qui ne sont pas alignés. Et c'est bien entendu pour ça que les deux oreillettes se vident dans un seul ventricule.
avec des valves d'ailleurs qui ne sont pas une tricuspide et une mitrale, mais deux valves qui se ressemblent. Une valve commune qui s'est divisée en deux et deux valves qui ressemblent à la fois des tricuspides et des mitrales. Même chose pour la connexion segmentaire la plus fréquente du ventricule de morphologie gauche à double entrée, SLL, oreillette droite, oreillette gauche, qui se vide dans le ventricule de morphologie gauche situé à droite, qui communique avec une petite poche de ventricule droit, laquelle donne l'aorte en avant et à gauche. Dans l'atrésie tricuspide, au contraire, on a un alignement des septa. Et vous voyez cette barre musculaire ici, la tricuspide ne s'est pas formée. Si on a un ventricule de morphologie droite avec atrésie de la valve AV droite, on aura la barre musculaire qui est ici, au-dessus du ventricule principal. Et on aura un malalignement des septa qu'on n'aura pas en cas d'atrésie tricuspide vraie. Dans les ventricules de morphologie droite à double entrée, au contraire, et dans l'atrésie mitrale, on a un alignement des septa. La CIV est toujours une CIV à rebord entièrement musculaire, qui est la CIV la plus primitive, qu'on appelle foramen bulboventriculaire. Et comme elle est à bord entièrement musculaire, elle a une tendance naturelle à diminuer de taille pendant la vie fœtale et après, et donc une tendance naturelle à la restriction. La connexion ventriculo-artérielle, j'ai oublié de dire, puisque cette CIV va se restreindre, ce sera un facteur très important de sténose sous-aortique ou sous-pulmonaire en fonction de ce qui sort du ventricule droit. Ici, ce sera une sténose sous-aortique par restriction de la CIV. Si c'est la pulmonaire, bien sûr, ce sera une sténose sous-pulmonaire. La connexion ventriculo-artérielle dans les ventricules de morphologie gauche à double entrée, les vaisseaux sont dans plus de 80% des cas transposés. Et là, on peut parler de transposition puisqu'il y a un vaisseau, l'aorte au-dessus du ventricule droit rudimentaire et l'artère pulmonaire au-dessus du ventricule gauche principal. Très rarement, on a un ventricule gauche à double entrée, SDS. C'est ce qu'on appelle le cœur de Holmes. Encore plus rarement, on a un ventricule gauche à double entrée et à double issue. Dans l'atrésie tricuspide, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que les vaisseaux sont dans 80% des cas normoposés, SDS. Sinon, ils sont transposés SDD, beaucoup plus rarement, ils peuvent être SLL. Dans le ventricule de morphologie droite à double entrée, presque toujours, on aura un ventricule droit à double issue, SDD. Dans l'atrésie mitrale, les vaisseaux sont presque toujours normoposés, SDS. Et puis, on parle parfois de ventricules de type indéterminé, qui sont en fait, quand on regarde bien, presque toujours aussi des ventricules droits à double issue, et donc, qui ont une connexion ventricule-artérielle à double issue, et donc très probablement, ce qu'on appelle indéterminés, ce sont en fait des ventricules de morphologie droite. Les obstacles des voies d'éjection, donc on en a parlé, dans le ventricule de morphologie gauche à double entrée et dans l'atrésie tricuspide, la CIV a une tendance naturelle à devenir trop petite, et donc on aura une sténose sous-aortique si les vaisseaux sont transposés, sous-pulmonaire s'ils sont normoposés. La sténose sous-pulmonaire est fréquente, même si elle n'est pas due à la restriction de la CIV, il y a des membranes, des obstacles musculaires, etc. Dans les ventricules de morphologie droite à double entrée, donc beaucoup plus rare que les ventricules gauche à double entrée, la sténose, quand il y en a une, sera plutôt sous-aortique. Quant aux voies de conduction, c'est une question que les chirurgiens nous posent souvent. Comment vont être les voies de conduction? C'est une question à laquelle on a du mal à répondre parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Parce que, en fait, la localisation des voies de conduction dépend de tas de facteurs. De la morphologie du ventricule principal, de l'alignement ou pas des septa interauriculaires et interventriculaires, de la boucle, et de est-ce qu'on a une concordance ou une discordance atrioventriculaire. Ça fait beaucoup de paramètres. Et donc, on a du mal à répondre à cette question.
Quand on a une discordance atrioventriculaire de type SLL, ce sera comme dans la double discordance sans ventricule unique, c'est-à-dire les voies de conduction sont antérieures à l'ICIV, à la CIV, alors que quand on a un ventricule droit à double entrée, les voies de conduction seront plus souvent en position normale. Mais bon, ça c'est vraiment, il y a vraiment des tas de cas de figure. Enfin, les ventricules uniques ne sont pas rares dans les syndromes d'hétérotaxie. On les retrouve le plus souvent dans, entre guillemets, l'isomérisme droit, mais aussi dans l'isomérisme gauche. On rencontre tous les types de ventricules uniques. Le plus souvent, comme en dehors de l'hétérotaxie, ce sont des ventricules de morphologie gauche à double entrée. Mais ce qui est important, c'est que quel que soit le type morphologique du ventricule unique, le plus souvent, la jonction auriculo-ventriculaire sera commune avec un ostium primum au-dessus, une valve commune, c'est-à-dire un CAV. Dans les voies d'éjection, on aura plus souvent une sinus sous-pulmonaire dans les isomérismes droits, sinus sous-aortique dans les isomérismes gauche. Bon, ça c'est surtout quand on parle des isomérismes droit et gauche, c'est qu'on a vu les bronches, hein, je vous le rappelle. Mais c'est pas, c'est plus souvent, mais c'est pas toujours, encore une fois. Quant au retour veineux pulmonaire, dans les isomérismes droits et associé à un ventricule unique, on a dans 50% des cas un RVPA dans une veine systémique, mais dans 50% des cas, on a une connexion normale à l'oreillette gauche par une veine commune. Ce n'est donc pas un retour veineux pulmonaire anormal, mais c'est un retour veineux pulmonaire normal à l'oreillette gauche avec une longue veine pulmonaire commune et un seul orifice. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'un situs ambigus est égal à une hétérotaxie? On peut dire ça, oui, bien sûr. Si on n'arrive pas à déterminer la morphologie des oreillettes, en général, c'est parce qu'on n'a pas de veine cave inférieure et qu'on a un retour azygose, c'est qu'on a deux veines sus-hépatiques qui se drainent dans l'oreillette commune de part et d'autre de la ligne médiane. Ça ne se rend compte que dans les hétérotaxies. Souvent, l'oreillette unique avec deux veines pulmonaires à droite, deux veines à gauche, oui, c'est un RVPA parce que ça sous-entend qu'on a toujours une oreillette de morphologie droite et de morphologie gauche quand même, hein. En tout cas en termes de retour veineux. Et donc oui, on a deux veines pulmonaires de chaque côté. Ça veut dire qu'il y a deux veines pulmonaires qui se drainent dans l'oreillette contralatérale. C'est donc un RVPA. C'est ce qu'on appelle le RVPA ipsilatéral. Deux à droite, deux à gauche. Autre question? Il n'y a pas de questions bêtes, hein. Ce sont des notions, des cardiopathies extrêmement complexes. Donc, n'ayez pas peur de poser les questions. Bon, vraiment plus de questions, tout est clair? Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère qu'on retrouvera nos cours en présentiel. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc, bonne chance pour la suite. Et puis, à bientôt.